Alors, les sociétés populaires en l'an 2, des laboratoires de démocratie. Alors, l'engagement dans une société populaire, on peut dire aussi un club, a été au cours de la Révolution, à côté de la pratique électorale et parfois à la place de celle-ci, une des principales formes de participation à la vie politique, enfin d'expérimentation de la participation à la vie politique. Alors, comme beaucoup d'autres sujets relatifs à la Révolution, ces sociétés ont qualifié donc de sociétés populaires en l'an 2, ont fait l'objet, dans le cadre du bicentenaire, d'un renouveau très profond de la recherche. Alors, elles ont ainsi donné lieu à une enquête nationale sur les sociétés populaires, pilotée par Jean Bouthier et Philippe Boutry, qui a mobilisé plus de 40 chercheurs. Les résultats, publiés dans le fascicule Société politique de l'Atlas de la Révolution, qui théoriquement doit être sur la table, fournissent en particulier un état quasi définitif de leur implantation. Alors, à côté de cette synthèse nationale, des études régionales se sont penchées sur les sociétés populaires de province. Alors, je ne vais pas citer tous les travaux, au risque que j'aurais d'en oublier. Parmi eux, je signale tout de même ma thèse donc, sur les sociétés politiques de Haute-Normandie que j'ai réalisée donc, sous la direction de Claude Mazoric à l'Université de Rouen. Je la signale parce qu'il va être très souvent question, à titre d'exemple, des sociétés politiques de Haute-Normandie dans cet exposé. Alors, ajoutons que ce regain d'intérêt pour les sociétés populaires a amené le comité des travaux historiques et scientifiques à entreprendre à partir de 2007 l'édition critique de leurs procès-verbaux les plus significatifs, dont le 9e volume est paru en 2021. Alors, si les plus célèbres sont les grands clubs parisiens des Jacobins et des Cordeliers, que tout le monde connaît, plusieurs milliers de sociétés politiques voient le jour au cours de la Révolution. Alors, les premières apparaissent à la fin du printemps de 1789 dans le sillage des États généraux. Alors, par rapport aux sociétés de pensée ou autres cadres de sociabilité pré-révolutionnaires, comme les diverses sociétés de pensée, les francs-maçons, etc., les sociétés politiques ont une différence essentielle. Leur objet, c'est de parler de politique et éventuellement d'intervenir concrètement. Les sociétés sont, comme on l'indique en fait, des associations auxquelles on adhère en étant accepté par les autres membres et cadre de participation à la vie politique pourtant très proche des sociétés populaires. Les sections, alors on connaît bien les sections parisiennes dont on a reparlé à plusieurs reprises dans l'Incorruptible, mais les sections, de même que les assemblées électorales dont je parlais, sont des cadres officiels ouverts à tous les citoyens de la circonscription et non pas des associations. Alors voilà donc la spécificité de ces sociétés politiques. Alors leur histoire connaît 3 étapes. Ce que j'ai appelé les premières années, de 1789 à 93, au cours desquelles un tiers d'entre elles apparaissent. L'an 2, qui marque leur apogée, et enfin la période post-thermidorienne qui va les faire disparaître. Alors, ces sociétés apparaissent, comme je le disais, dès les premiers temps de la Révolution. Au cours des premières années, il en existe vraiment de sensibilités politiques fort différentes,
dans une même ville, il peut y avoir une société franchement dirigée par les plus à droite, on dirait aujourd'hui, hein, pour employer un terme qui n'existait pas à l'époque, donc des sociétés franchement aristocratiques. Il existe après des sociétés favorables à la monarchie constitutionnelle. Alors on sait qu'après la fuite à Varennes, le club des Jacobins de Paris avait connu une scission, que ceux qui avaient voulu conserver un régime de monarchie constitutionnelle autour de Lafayette, Barnave, etc., avaient formé la Société des Feuillants et que Robespierre avait donc reconstitué les Jacobins de Paris. Donc dans une même ville, il peut exister une société franchement aristocratique, une société favorable aux Feuillants, une société favorable, disons, aux Jacobins, hein, voilà, pour aller vite, donc différents types de sociétés. Alors, donc, différentes tendances. Alors, la pression des événements va... alors, au départ, oui, ces sociétés fonctionnent comme des sociétés de pensée. Donc, leur réunion consiste à lire les journaux, à débattre de leur contenu. Toutefois, face aux événements, elles vont avoir tendance à intervenir de plus en plus concrètement dans la vie politique. Alors, après le 10 août, après la journée du 10 août, donc, les sociétés qui seules vont subsister, les sociétés révolutionnaires, enfin favorables au tour qu'a pris la Révolution, c'est-à-dire des sociétés favorables à la République. Donc, les autres sociétés, à ce moment-là, petit à petit, sont d'une seule part commune. Alors ça se passe entre le 10 août 80. Donc, petit à petit, il n'en reste plus qu'une seule part commune. Les autres cadres de sociabilité, donc confréries, etc., qui existaient encore, petit à petit disparaissent, sont progressivement interdits. Et en l'an 2, donc, dénommées désormais sociétés populaires, elles sont progressivement intégrées à l'appareil d'État révolutionnaire. La loi du 14 Frimaire en 2 en fait des auxiliaires des représentants en mission. On leur confie la surveillance des autorités constituées. Donc les autorités constituées, ce sont les autorités officielles, municipalités de surveillance, enfin qui n'existent pas d'ailleurs au début, hein, de surveillance, etc. Et donc de simples organismes privés, elles sont devenues, dans les communes où elles sont implantées, des agents quasi officiels du gouvernement. Alors, tandis que leur diffusion avait été assez lente au cours des premières années, avec tout de même l'apparition d'un tiers total d'entre elles, c'est-à-dire 2000 à peu près sur les 6000 qu'on a eu au final. Donc, en l'an 2, leur nombre connaît une véritable explosion, donc elles vont passer à peu près de 2000 à 6000, en tenant compte du fait qu'il y en a encore parfois plusieurs par commune, mais de même... je vais dire pourquoi, hein, il y en a encore plusieurs par commune à ce moment-là. Et au cœur de l'an 2, alors que les élections ont été suspendues, alors que le gouvernement a été proclamé révolutionnaire jusqu'à la paix, alors que selon certains historiens, comme on va le redire, le peuple tout entier serait devenu muet sous la crainte de la terreur, au sein de ces sociétés populaires, des centaines de milliers d'hommes et quelques milliers de femmes font l'expérience d'une forme originale, d'ailleurs jamais rééditée par la suite, d'exercice de la démocratie. Alors c'est de cette expérience que je vais tenter de rendre compte en examinant successivement leur implantation, leur personnel et enfin leur fonctionnement et leurs activités. Alors, premier point, l'implantation des sociétés populaires en l'an 2. Alors, si tu veux passer la première diapo. Alors, voilà, ça y est.
Alors, à l'apogée de leur expansion, donc à la fin de l'an 2, la présence des sociétés est attestée dans, dans l'Atlas de la Révolution, il était dit 5510 communes sur les 40 680 que compte alors la République, soit 14% du total, près d'une sur 7. Alors j'en ai retrouvé quelques-unes depuis la publication de cet ouvrage, à la fois en Haute-Normandie et en Franche-Comté, mais enfin c'est tout à fait marginal, hein, la proportion reste la même. Alors l'ensemble des chefs-lieux de département, 98% des chefs-lieux de district, 60% des chefs-lieux de canton, 7% des simples communes abritent à ce moment-là ce qu'on appelle aussi un club. Alors ces données pourraient suggérer que la sociabilité révolutionnaire, même à son apogée, reste avant tout un phénomène urbain. En réalité, comme vous pouvez le voir sur la carte, cela recouvre leur implantation présente de très fortes disparités géographiques. Alors en chiffres bruts, je vais quand même en donner quelques-uns, ce sont les chiffres bruts, oui, qui sont sur la carte. En chiffres bruts, donc, le département qui a le moins de sociétés, c'est la Corse, avec 4. Donc, dans 4 chefs-lieux de district, Bastia, Corté, Calvi et Ajaccio. Celui qui en possède le plus, c'est la Drôme, où pratiquement toutes les communes sont dotées d'une société. Alors, donc, la carte d'ensemble fait apparaître, selon l'expression de Michel Vauvel, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, 3 pleins et 2 vides. Alors, les 3 pleins, c'est d'une part le sud-est, qui vient en tête des régions les plus riches en société. Alors, on le voit sur la carte, hein, voilà. Alors, les Bouches-du-Rhône ne sont simplement que quadrillées, parce que les Bouches-du-Rhône n'ont que 106 communes, donc il y en a, je ne sais plus, 97, quelque chose comme ça, qui sont dotées d'une société, mais sur la carte, ça fait moins de 100. Bon. Mais sinon, on devrait aussi être colorié en noir. Alors, donc, ces sociétés, plus de la moitié, sont apparues dans les premières années de la Révolution, en particulier en 1792, et Martine Lapierre, qui a étudié les sociétés dans le comtat venessin, mais également, enfin dans le Midi en général, fait remarquer qu'elles se créent en 1792, justement, notamment sous l'effet des luttes entre catholiques et protestants qui avaient repris, dignes de la guerre des Camisards, hein, et les protestants étant favorables à la Révolution, les catholiques étant défavorables. Enfin, très grossièrement, hein, c'est bien entendu un peu plus complexe. Alors, ça signifie quand même que la moitié des sociétés populaires de ces régions sont tout de même apparues en l'an 2. Hein. Alors, donc, une deuxième terre d'élection est représentée par un sud-ouest élargi. Donc, vous voyez ces départements avec notamment la Gironde, la Dordogne, les Hautes-Pyrénées, donc autour de Toulouse et Bordeaux. Alors, c'est dans cette région que leur diffusion a été la plus massive dès 90-91. Et là encore, plus de la moitié des clubs sont antérieurs à l'an 2. Ça veut dire qu'un peu moins de la moitié, mais tout de même près de 50% sont de l'an 2, malgré tout. Alors enfin, l'enquête nationale a mis en valeur un troisième pôle de implantation des sociétés, ce que Michel Vauvel appelle un nord-ouest discontinu, enfin Michel Vauvel et Boutier et Boutry, hein, dans le cadre sur l'Atlas de la Révolution, hein, appellent donc un nord-ouest discontinu, où leur nombre, en valeur absolue, dépasse le nombre de sociétés par département dans le Midi. Le record, c'est le nombre de sociétés en Seine-Inférieure, donc où j'ai découvert, en fait,
l'existence de 200 sociétés donc, en l'an 2, donc un record. Alors, 194 dans le Pas-de-Calais, 168 en Seine-et-Oise, bon, vous pourrez, voilà. Alors, contrairement aux deux précédents, ce pôle septentrional apparaît en l'an 2. C'est là que vraiment se produit une véritable explosion du nombre des sociétés. Donc 87% de ces sociétés recensées en Seine-Inférieure et dans l'Eure. Donc il y en a, je l'ai dit, 200 en Seine-Inférieure et 158 dans l'Eure, bon, ce qui est beaucoup aussi. Hein. Alors 87% sont postérieurs à l'été 1793, ce qui inclut d'ailleurs pour ces clubs une durée de vie limitée, puisqu'ils disparaissent donc quand même assez rapidement dans la période post-thermidorienne. Alors en contrepoint, la nouvelle région dans laquelle j'ai été amené à habiter après mon départ de Normandie, donc le nord-est, ça se trouve comme ça, donc le nord-est du Jura à la Meuse apparaît comme une zone déprimée. L'ouest, alors on peut le voir sur la carte, hein, l'ouest présente également un réseau clairsemé, et en particulier l'ouest intérieur, étudié par Christine Perrard, hein, qui a étudié donc les Jacobins de l'Ouest, cet ouest intérieur avec l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Vendée, les Deux-Sèvres, apparaît même comme un véritable désert de sociabilité. Alors si on avait les détails, par exemple pour la Vendée, les seules sociétés populaires qui vont exister se trouvent au sud de ce département, au sud de la Vendée, au sud des Deux-Sèvres, c'est-à-dire dans la région qui ne va pas être impliquée dans la Vendée militaire, hein, ce qu'on appelle la Vendée militaire. Mais cela dit, les sociétés, donc la guerre de Vendée, enfin l'insurrection vendéenne, ne se déclenche qu'en 1793. Donc déjà auparavant, aucune société n'était apparue dans le bocage vendéen. Bon. Alors enfin, les sociétés sont très rares dans les départements annexés, tels que le Mont-Terrible, qui correspond aujourd'hui partiellement au territoire de Belfort, le Mont-Blanc, les Deux-Savoies, donc les Alpes-Maritimes, auxquelles il faut d'ailleurs assimiler la Corse qui est rentrée en sécession. Alors donc, partout ailleurs, donc en dehors de ces trois pleins et de ces deux vides, la densité des sociétés est moyenne, autour d'une soixantaine par département. Alors cependant, leur influence ne se limite pas aux communes dans lesquelles elles sont. Alors d'une part, il peut y avoir encore plusieurs sociétés par commune. Alors d'une part, dans certaines communes, il y a des sociétés de hameaux. Là, j'en ai trouvé en Seine, alors je dis Seine inférieure hein, à l'époque. Donc des sociétés de hameaux. Alors par ailleurs, il peut y avoir encore des sociétés concurrentes. Alors là, en anticipant un peu sur la troisième partie de l'exposé, par exemple à Elbeuf, la société populaire avait été fondée par les patrons de manufacture. Hein, on sait qu'Elbeuf est une grande ville de l'industrie textile. Et la société populaire était pratiquement un syndicat des patrons des fabricants. Et donc un jacobin local a créé une société populaire concurrente, c'est le citoyen Balleroy. Alors cette société a eu de gros ennuis, etc. Mais finalement, alors de gros ennuis parce que les autres évidemment ont essayé voilà, l'ont dénoncé et tout. Mais finalement, donc, on a eu deux sociétés concurrentes à Elbeuf. Bon, c'est très rare. Mais le nombre de sociétés est supérieur au nombre de communes où elles étaient établies. Alors, inversement, on a aussi des sociétés qui rayonnent sur plusieurs communes officiellement. Par exemple, toujours en Seine-Inférieure, il y a deux sociétés, une société notamment qui s'appelle la Société des 4 communes réunies.
comme on a aujourd'hui des fusions de communes avec le nom de plusieurs anciennes communes, avec des traits d'union, voilà. Et puis, donc on a aussi alors ces sociétés, c'est quand on a des communes vraiment trop petites pour abriter seule une société. Et là, j'ai découvert aussi qu'en deçà du seuil de 200 habitants, il est pratiquement impossible de faire vivre une association dans le cadre de ce territoire. Alors, on le constate d'ailleurs toujours aujourd'hui. Alors, on le constate aussi par les comités de surveillance sur lesquels je dirige actuellement, enfin, une enquête nationale qui a du mal à fonctionner, mais sur lesquels on a déjà organisé 3 colloques sur les comités de surveillance, qui sont un autre sujet. Mais bref, dans les toutes petites communes, on a cette solution de regroupement. Alors, on a aussi des sociétés, carrément, des sociétés de canton. Et dans le cadre de la Société populaire de Grès, donc sur laquelle j'avais beaucoup travaillé, sur laquelle je recommence à travailler en ce moment, cette société, finalement, rayonne sur pratiquement l'ensemble du district. Mais alors là, pour une autre raison, c'est que la Société populaire de Grès est société radicale, en l'an 2, et elle se méfie beaucoup des villages où la population est plutôt réticente à la révolution à cause des problèmes religieux, la Franche-Comté étant très très catholique. Alors du coup, la Société populaire de Grès ne tient pas trop à ce que des sociétés s'installent dans les petites communes où elles seraient dominées par ceux qu'elle appelle les fanatiques. Et donc, elle rayonne sur l'ensemble du district, et il y a seulement 5-6 sociétés qui vont se créer dans quelques communes. Alors voilà donc pour l'implantation. Alors donc, région où cette implantation est très très forte, région où elle est très faible ou seulement moyenne. Alors, cela dit, à part quelques déserts de sociabilité, la sociabilité politique en l'an 2 est devenue un phénomène qui ne se limite plus aux villes, qui s'est répandu petit à petit, plus ou moins profondément dans les campagnes. D'où deuxième question qui va faire l'objet de la deuxième partie de l'exposé. Qui sont les membres de ces sociétés et sont-ils réellement impliqués dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une action militante? Donc, voyons en deuxième partie, je voudrais bien avoir de la lumière, parce que, enfin là, de toute façon, je n'ai pas d'autres diapos pour l'instant, je le dirai quand on en remettra. Alors, oui, donc on peut garder la carte des sociétés, par contre. Alors donc, le personnel des sociétés politiques. Alors donc, des sociétés populaires, en l'an 2. Alors, il faut d'abord préciser que dans la majorité des cas, dans la quasi-totalité des cas, bien que rien dans leur règlement ne l'impose, ces sociétés sont exclusivement masculines. Alors, je vais parler tout de même en deuxième partie, enfin en deuxième sous-partie, de la présence des femmes, mais il faut, comme je l'ai dit, pour plusieurs centaines de milliers d'hommes au total, on a seulement quelques milliers de femmes. Donc, pour l'instant, parlons de ce personnel des sociétés politiques qui est pratiquement exclusivement masculin. Alors d'abord, combien d'habitants des communes concernées s'engagent dans la société? Alors, il est intéressant de parler non pas de leur nombre, voilà, mais de leur proportion par rapport aux adhérents potentiels.
Alors les adhérents potentiels, j'ai considéré, parce que c'est le seul moyen de procéder, qu'il s'agissait des hommes majeurs du territoire sur lequel rayonne le club. Et certaines sociétés, alors les sociétés recrutent leurs membres soit à partir de 21 ans, qui est l'âge auquel les citoyens, dans le cadre du suffrage universel de 92, ont le droit de vote. Hein. Certaines sociétés recrutent à partir de 16 ans, d'autres à partir de 18 ans. Bon, mais la seule source pour mesurer ces adhérents potentiels, c'était celui des citoyens figurant sur les listes des ayants le droit de vote dans le cadre du suffrage universel masculin de 1792. Donc des hommes de 21 ans ou plus. Alors, donc, quelle proportion des adhérents potentiels adhèrent aux sociétés populaires? Dans le Puy-de-Dôme, étudié par Philippe Bourdin, au début de l'an 3, ces sociétés rassemblent au total 9,1% des hommes majeurs de leur aire d'influence. Alors, cette proportion est faible en apparence, mais quelle association politique aujourd'hui pourrait se targuer d'une telle représentativité? Il faut calculer. Alors, en Haute-Normandie, dont j'ai souligné la double originalité, ces sociétés, les sociétés sur lesquelles j'avais des sources, c'est-à-dire 76 sociétés quand même sur 358, rassemblent toutes localités confondues 14,5% des hommes majeurs de leur zone de recrutement, ce qui est très important. Alors, il existe de fortes disparités selon la taille de la commune. Plus la commune est petite, plus on a tendance à adhérer au club. Bon, on retrouve le même phénomène aujourd'hui en ce qui concerne, par exemple, la participation aux élections, où on participe beaucoup plus dans les villes, dans les campagnes que dans les villes. Hein. Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve, voilà, qu'on peut expliquer pour différentes raisons. Bon, je ne vais pas détailler ici aujourd'hui. Alors, donc, ces sociétés populaires de Haute-Normandie, en l'an 2, elles recrutent dans les deux grandes villes, Rouen et Le Havre, seulement un homme majeur sur 25. Donc c'est très très peu, hein, 5 pour 4%. Elle recrute par contre un homme majeur sur 5 dans les petites villes et un homme majeur sur 4 dans les bourgs et villages. Et dans certains villages, alors avec de fortes différences quand même selon les lieux, dans certains villages, 75% des adhérents potentiels sont membres de la société populaire. C'est le cas par exemple au Petit-Queville, qui est aujourd'hui une ville importante de gauche, hein, de la banlieue de Rouen, qui était à l'époque un village. Bon. Alors par contre, un petit village du Pays de Bray, par exemple, qui s'appelle Doudeville, la société ne recrute que 2% des hommes. Donc il y a vraiment des différences. Mais globalement, donc, un recrutement massif. Alors, des disparités peuvent exister entre le recrutement sur ce nombre d'adhérents selon les types de sociétés auxquelles on a affaire aussi. Alors, je vais simplement prendre deux petites villes de Seine-Inférieure, de taille à peu près équivalente, 2500 habitants. Alors, si on a encore la carte, bon, j'aurais presque pu faire une carte de la Seine-Inférieure. Bon, j'y ai pensé trop tard. Bon. Alors, donc, deux villes, alors la ville de Eu, alors deux villes de 2500 habitants, donc la ville de Eu, aujourd'hui, c'est Eu-le-Tréport, hein, justement, qui se trouve à la limite entre la Seine-Maritime et la Somme, au bord, enfin, sur la côte. Hein. Alors, et puis, la ville de Montivilliers, qui est le chef-lieu de district auquel appartient la grande ville du Havre,
Montivilliers, qui est une petite ville de 2500 habitants, qui a été choisie comme chef-lieu de district au détriment du Havre, parce qu'elle se trouvait au centre du district, alors que le Havre, évidemment, c'est sur la côte. Alors, dans les deux villes, à Eu et à Montivilliers, donc 3500 habitants, la Société populaire de Eu recrute 8% des hommes majeurs, celle de Montivilliers 48%, ce qui est absolument exceptionnel d'ailleurs pour une société urbaine. Alors, la disparité des effectifs renvoie à deux types de sociétés différents. À eux, il s'agit d'une société radicale qui se perçoit comme une minorité agissante face à une population d'ailleurs réticente, toujours par même chose pour les questions religieuses. À Montivilliers, il s'agit d'une société modérée, qui s'oppose d'ailleurs à la société beaucoup plus radicale du Havre. Alors cette société modérée de Montivilliers fonctionne comme une organisation de masse. Donc deux types aussi qui expliquent vraiment la variété des cas de figure. Alors, on retrouve ce type de disparité dans le comtat venessin, donc dans le Vaucluse, où Martine Lapierre, de la même façon, a isolé 4 catégories de sociétés. Des sociétés importantes par le nombre des membres et dont l'activité politique est intense. Des sociétés également massives, mais qui servent uniquement de lieu de rencontre entre les habitants de la communauté. Des sociétés peu nombreuses qui réunissent une minorité agissante dans un environnement hostile, et des sociétés peu nombreuses également, mais sans véritable activité, qui ont été fondées sous la pression des circonstances, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre des conflits politiques qui ont donc animé cette région. Alors, ce qui amène à poser une deuxième question, le degré d'investissement des clubs dans la vie des membres, dans la vie du club. Alors, j'avais distingué, alors avec de savants calculs dont je vous ferai grâce, j'avais distingué donc en scène inférieure, et puis je fais la même distinction pour les sociétés que j'étudie actuellement en Franche-Comté, 5 catégories de membres. Alors, ce que j'appelle les fantômes, qui apparaissent une fois dans les archives, enfin dans les sources, et dont on n'entend plus parler ensuite. Bon, il y en a finalement très peu en Normandie, beaucoup plus à Grès par exemple. Les simples adhérents qui ne sont pas actifs, mais qui adhèrent, qui paient leurs cotisations, ce que ne font pas les fantômes, qui assistent à quelques réunions, qui signent quelques textes, mais qui n'agissent pas concrètement. Les militants occasionnels qui, eux, prennent la parole occasionnellement, se voient confier quelques missions, etc. Les militants qui déploient une activité plus importante, et enfin, le groupe dirigeant. Alors, dans l'ensemble, 48% des sociétaires, un peu moins de la moitié, limitent leur engagement à la simple adhésion, mais celle-ci implique déjà un investissement politique réel, donc payer sa cotisation, etc. Par contre, plus de la moitié des adhérents, enfin des membres en Haute-Normandie, donc, se signalent au moins par une intervention, une mission, etc. 15% sont ce que j'ai appelé des militants vraiment réellement investis d'une façon importante. Et donc 5% appartiennent au groupe dirigeant, ils participent, donc au bureau, donc avec les fonctions au bureau, les fonctions dans les commissions, la représentation auprès des interlocuteurs, etc. Voilà. C'est ce que sont les dirigeants d'une association aujourd'hui. Alors, donc, un investissement important. Alors, on ne peut pas, évidemment, généraliser à l'ensemble des sociétés populaires de France, dans la mesure où ce type d'étude n'a pas été fait
n'a pas été fait presque ailleurs. Hein, voilà. Mais c'est un exemple. Alors, qui sont ces sociétaires? Alors là, on a des statistiques quand même assez générales, donc dans d'autres régions. Alors, d'une manière générale, les sociétaires donc, sont des hommes mûrs de 30 à 45 ans, mariés, pères de famille, originaires de leur région. La faible proportion des citoyens plus âgés s'explique par le fait déjà qu'à l'époque l'espérance de vie est plus faible. À 70 ans, bon, par exemple, un membre de la Société populaire de Grès en Haute-Saône, 70 ans, il explique qu'il a du mal à se déplacer, qu'il est, etc. Enfin bref, pour expliquer qu'il n'est pas souvent présent, par exemple. Alors, bien que les règlements les acceptent à partir de 16 ans, parfois, de 18 ans souvent, les clubs comptent peu de jeunes. Alors là, une explication a tout de suite été trouvée. Ils sont mobilisés dans l'armée. La seule chose, c'est que la moitié des sociétés ont été créées, enfin, un tiers des sociétés ont été créées avant la mise en œuvre de la première réquisition, hein, celle qui va entraîner la mobilisation des 500 000 hommes, là, qui va entraîner le soulèvement en Vendée d'ailleurs. Et auparavant, bon, mais il y avait des jeunes déjà qui s'engageaient dans l'armée, mais ça n'était pas vraiment. Alors on pense simplement que les jeunes à cette époque, les jeunes qui n'ont pas encore quitté le domicile familial, comme les femmes, ne sont pas perçus et ne se perçoivent pas eux-mêmes comme vraiment politiquement majeurs. Hein, voilà. Alors en ce qui concerne la composition sociale, maintenant, aucune catégorie n'est absente des sociétés populaires, à part, semble-t-il, les domestiques. Le clergé constitutionnel, qui a été très très actif dans la création des premières sociétés au cours des premières années, est toujours présent dans les sociétés populaires. Alors notamment justement en Franche-Comté, où région catholique où le catholicisme est vraiment un marqueur très très important. Alors aujourd'hui encore, hein, de l'identité qu'on appellerait aujourd'hui l'identité régionale, mais du coup le clergé constitutionnel a été, ceux qui ont prêté le serment, a été très actif. Par exemple, le clergé constitutionnel, ce sont vraiment il figure vraiment parmi les dirigeants de la Société populaire de Besançon, par exemple, hein, très très actif. Alors il reste très actif. Bon, évidemment, numériquement, ils sont bien entendu peu nombreux, obligatoirement. Alors on trouve aussi dans les sociétés des nobles libéraux qui s'investissent dans les sociétés populaires, comme par exemple à Vernon, hein, dans l'Eure, et qui sont d'ailleurs défendus par les sociétés quand ils sont inquiétés en tant que nobles, parfois par les autorités. Alors cela étant, la sociologie du club, bien entendu, reflète celle de la commune où il siège, donc on ne s'étonnera pas que dans une société rurale, on ne trouve pas de juges, etc., hein, bien entendu. Donc, elle reflète la sociologie de la commune où elle siège. Alors, donc, avec cela dit, c'est un reflet déformé au profit de ceux que Pierre Bourdieu appelle ceux qui possèdent un capital économique et culturel, donc ceux qui sont à la fois les plus riches, mais surtout les plus instruits. Alors, cela dit, donc, globalement, donc, dans les villes, par exemple, la moitié des membres des professions libérales, les hommes de loi, les administrateurs, appartiennent à la société.
C'est le cas pour également un quart à la moitié des négociants et des fabricants qui possèdent eux aussi ce capital économique, mais qui n'ont pas forcément le temps de s'investir dans la vie politique parce qu'ils continuent à s'occuper avant tout de leurs affaires. Hein. Alors ensuite, la proportion des artisans, des petits commerçants, est à peu près équivalente dans les sociétés et dans la commune où siège la société. Et par contre, alors idem pour les paysans propriétaires de leurs terres, enfin voilà. Alors par contre, les catégories qui se trouvent en bas de l'échelle sociale, donc les travailleurs manuels non propriétaires, donc les producteurs dépendants, hein, sont complètement sous-représentés, ils sont très très peu nombreux, donc c'est le cas des ouvriers, des ouvriers agricoles, des journaliers, donc dans les... Voilà. Alors, il y a quelques exemples, quelques contre-exemples en Seine-Inférieure, dans la banlieue de Rouen ou du Havre, ou encore dans certains villages du Pays de Caux qui sont marqués par la proto-industrie textile. Et à Manneville-la-Goupil, par exemple, c'est un village du Pays de Caux, donc dans le district de Montivilliers, pas très loin du Havre, 48% de ces paysans ouvriers du textile sont membres de la société. Mais c'est absolument une exception. Hein, voilà. Alors on verra par contre comment se débrouille cette société pour qu'ils puissent participer effectivement au débat. Ça sera, je vais en parler tout à l'heure. Alors à son tour, le groupe dirigeant est le reflet déformé de la société populaire elle-même. Alors au profit toujours des détenteurs du capital économique et culturel, surtout culturel d'ailleurs. Et le profil des dirigeants donne d'ailleurs sa réputation souvent à la société. Alors, pour revenir sur l'exemple du district de Montivilliers, donc finalement, dont je vais beaucoup parler, parce que, entre parenthèses, c'est le district qui, en France, sur lequel, en France, on a conservé le plus de procès-verbaux de société populaire. C'est vraiment absolument exceptionnel. C'est ce qui a été d'ailleurs la chance que j'ai eue, hein, le véritable bonheur de source dont j'ai disposé pour ma thèse. Donc en tous les cas, dans le district de Montivilliers, dans le conflit qui oppose le club du Havre, comme je l'ai dit, très radical, et le club de Montivilliers, plus modéré, le club du Havre est dominé par les commis négociants, qui sont les jeunes cadres dynamiques de l'époque, hein, et celle de Montivilliers par les hommes de loi, les administrateurs. Voilà. Et donc la société du Havre se fait traiter de secte mercantile qui ferait mieux de faire des factures. Et celle de Montivilliers se fait traiter de robinocrate, donc par ses adversaires. Alors donc pour montrer aussi les profils très différents. Alors enfin, dernière caractéristique du personnel des sociétés populaires de l'an 2. Donc dans les sociétés créées en l'an 2, donc on l'a vu, les 2 tiers au total, la plupart des membres sont sans expérience associative passée, alors que celles des premières années alors que les sociétaires des premières années avaient souvent été membres auparavant de sociétés savantes, académies, voire tout simplement de corporations. Les membres, ceux qui entrent dans les sociétés en l'an 2, sont vraiment sans expérience, et pour eux en particulier, plus encore que pour tous les autres, ces sociétés sont des laboratoires d'expérience démocratique. C'est là qu'ils vont apprendre. Alors certains manuels scolaires parlaient, quand on enseignait encore ce sujet il y a une trentaine d'années, des sociétés populaires, enfin bref, l'invention de la politique pendant la Révolution. Hein, voilà.
Alors, donc, toujours en Haute-Normandie, il se trouve par exemple que finalement les corporations avant la Révolution étaient loin d'exister dans toutes les villes, donc il y avait beaucoup n'avaient pas d'expérience dans ce cadre-là. Et d'autre part, dans le nord-ouest, donc, les communautés rurales avaient très peu de vitalité. Alors justement, il n'y avait pas cette vitalité des communautés rurales qu'on retrouve par exemple en Franche-Comté, à Champagney, dont on parlait tout à l'heure. Là, il y avait très peu de... Ça avait très peu de vitalité, donc les jacobins, comme on dit, des campagnes, donc n'avaient même pas eu pour beaucoup cette expérience simplement de vie associative précédente. Alors, comme je l'ai précisé, Alcy, tu me diras le temps, parce que là, je commence à... Oui, oui. Tu es parti pour 2 heures, là. Hein. Oui, si j'ai le droit. Si j'ai le droit. Bon. Si le président me donne l'autorisation. Qu'en pense la société? Alors, toujours est-il que, voilà, comme... Bon, allez, alors, comme je l'avais, non, je vais essayer. Comme je suis bon. Mais tu as été bavard aussi. Oui, mais j'ai regardé. Oui. Alors, comme je l'avais, voilà. Alors, comme je l'avais précisé au départ, je n'évoquais jusqu'alors que les sociétaires, plutôt, de sexe masculin. Alors, les femmes n'ont pas été absentes de la vie des clubs. Selon les lieux, elles ont eu pour cela 3 possibilités. Essayer de faire entendre leur voix dans un club masculin, adhérer à une société mixte, alors il en a existé, enfin fonder un club de femmes. Alors c'est donc à ce sujet que je vais consacrer la 2e sous-partie de cette grande partie sur le personnel. Alors on va... Alors tout d'abord, les femmes donc peuvent assister aux séances des sociétés populaires masculines, donc dans les rangs du public, au même titre que les femmes et les enfants. Alors elles sont souvent accusées de distraire le public masculin. Bon. Elles peuvent aussi être mentionnées, par contre, pour des raisons positives. Alors par exemple, à Saint-Claude, dans le Jura, je cite le procès verbal de la société. La société voulant témoigner aux citoyennes combien elle est satisfaite de leur empressement à assister à ces séances et voulant qu'elles y soient traitées avec bienséance et avec les égards dus à leur sexe, à arrêter les citoyens et à arrêter que les citoyens iraient demander des bancs supplémentaires qui sont dans le temple de la raison et que ces bancs seraient placés pour y recevoir les femmes. Donc on rajoute des chaises, enfin des bancs dans la salle des séances pour y recevoir les femmes. Alors en effet, leur présence est encouragée, car les clubs entendent particulièrement bien jouer leur rôle d'école de civisme en éduquant les femmes dans leur rôle d'épouse et de mère qui doivent contribuer à ce que leurs maris et leurs enfants deviennent de bons révolutionnaires. Alors certains thèmes de débat sont particulièrement abordés à leur attention. Alors là, je fais aussi une citation tirée du procès-verbal des procès-verbaux de la Société de Rouen. Donc en novembre 1793, un membre présente à la Société son fils âgé de 22 mois. Alors il veut, dit-il, faire voir aux jeunes citoyennes qui se trouvent à cette séance un exemple vivant des bons principes d'un apôtre de l'humanité et de la liberté, Jean-Jacques Rousseau. Alors l'enfant qui est présenté à la Société populaire, il a 22 mois, il y a déjà 1 an qu'il marche tout seul, il est bien constitué. Si nos concitoyennes veulent avoir la même satisfaction, qu'elles commencent par mériter le nom de mère, en nourrissant elles-mêmes leurs enfants, et qu'elles s'empressent de les instruire selon les principes de notre nouvelle éducation, dont la morale sera puisée dans les ouvrages de l'auteur d'Émile. Alors voilà, donc c'est un exemple.
Alors, voilà pour la présence des femmes dans les sociétés populaires masculines. Alors, en ce qui concerne les sociétés mixtes, donc les citoyennes suivent quand même de près les séances des sociétés populaires, et là, c'est le drapeau que les citoyennes d'Évreux, qui ne sont pas donc membres de la société populaire, offrent à la société populaire d'Évreux, donc au début de l'an 2. Alors la société populaire d'Évreux, donc qui avait été, enfin, qui avait plus ou moins participé au mouvement fédéraliste, bon, qui a été reprise en main par les montagnards, hein. Et les citoyennes d'Évreux donc offrent ce drapeau. Alors elles l'ont elles-mêmes, il est en soie. Il a été peint et brodé par les femmes et elles l'offrent donc à la société populaire. Si on peut éteindre, maintenant on peut éteindre la lumière. Voilà. Parce que, alors, donc ce drapeau, la reproduction de ce drapeau qui est conservé au musée d'Évreux, figure donc sur la couverture, c'est le drapeau, c'est l'image que j'avais choisie pour la faire figurer sur la couverture de mon livre sur les sociétés, sur les Jacobins de Normandie orientale, ça s'appelle ainsi, qui est épuisé, enfin qu'on ne trouve plus, et dont les reproductions d'ailleurs de la couverture sont très très mauvaises sur Internet. Mais c'est ce drapeau donc qui figure sur la couverture de la publication de ma thèse. Alors donc voilà, c'est un exemple, ces femmes qui se... Voilà, alors on pourrait analyser, alors on voit donc les 4 bonnets phrygiens, des branchages, et puis ces branchages qui sont réunis par un ruban tricolore, et vive la montagne, et derrière il y a tout un... Donc sur le verso, il y a tout un texte disant que ces citoyennes sont attachées à la montagne. Hein. Alors on peut le laisser d'ailleurs en attendant la diapo suivante. Alors les sociétés mixtes, alors il y en a, je disais, très peu. La première est à Paris, enfin il y en a très peu, donc les premières apparaissent à Paris. Alors autour du club des Cordeliers, donc il y a des sociétés fraternelles des citoyens et citoyennes des deux sexes, donc qui se créent à Paris en 1791, voilà, bon. Comme elles sont favorables, enfin ils vont être dans la mouvance, enfin de la... disons pas hébertisme, mais dans la mouvance de ceux qu'on appelle les enragés, ils seront réprimés très rapidement hein, dans le cadre de ce qu'on va appeler très rapidement les conflits des factions hein, en l'an 2. Bon, mais enfin, donc, il y a pas mal de sociétés, enfin, un certain nombre de sociétés mixtes à Paris, mais elles disparaissent de toute façon, en l'an 2, elles ne fonctionnent plus. Alors, il y a là, alors en province, à ma connaissance, il faut attendre 92-93 pour voir apparaître ce type de club. Alors là, on en a 2 en Seine-Inférieure, celui de Vernon, donc qui n'est pas loin de Paris, hein, à la limite entre la Seine-Maritime aujourd'hui et la région parisienne, et celui de la petite ville de l'Eure, d'Écouis. Alors donc, dans la société de Vernon, une dizaine, je cite, hein, de membres femelles adhèrent donc dans les premiers mois à la Société populaire créée le 13 octobre en 1792. Et une citoyenne est même élue au bureau hein, de la Société de Vernon. Alors la Société de Vernon va se révéler en fait de tendance hébertiste. Alors, et une autre citoyenne, enfin, est chargée d'une commission, etc. Donc, même si c'est très modeste, des citoyennes, là, ont réellement quelques activités
se voient confier quelques activités dans la société. Alors, dans la société d'Écouis, les femmes, une petite commune, enfin une petite ville de l'Eure, hein, du département de l'Eure également, des femmes peuvent adhérer à la société. Il y en a très peu, 6 sur 108 membres. Et la seule activité auquel vont se livrer ces femmes, c'est d'offrir à la société, donc de faire planter devant l'église où siège la société un charme, donc l'arbre, un charme, et elle compose pour cela un petit poème qui va être inscrit sous cet arbre. Nous sommes de fidèles sœurs, la vertu seule fait notre âme, la République est dans nos cœurs, et son bonheur est notre charme. Et voilà toute l'activité de ces citoyennes dans l'école mixte d'Écouis. Alors c'était pour illustrer. Alors par contre, dans la Manche, le club de Valognes devient mixte lorsqu'il se réorganise après la crise fédéraliste en septembre 1793. Et là, Christine Perrard, donc, qui a fait sa thèse sur cette région, a montré qu'elles vont avoir, là, les femmes ont une activité réelle dans la société de Valognes. Bon, faute de temps, je ne développe pas. Alors, leur présence est également active dans la société populaire d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Mais ce sont quand même des cas très très rares. Et il faut posséder le registre de la société pour découvrir finalement que la société a accueilli des femmes. Autrement, on ne peut pas tellement le savoir. Mettre la diapo sur le club de femmes, la troisième. Alors là, c'est une image très connue, voilà, qu'on peut rééteindre. C'est une image très connue qui fait partie de l'ensemble de la série des gouaches découpées sur carton, des frères, alors sur carton, donc pas ici, donc des gouaches découpées, enfin c'est une espèce de petit théâtre de papier qui a été fabriqué par les frères Le Sueur, d'ailleurs sur lesquels on connaît très peu de choses, conservé au musée Carnavalet à Paris. Alors sur cette image très célèbre qu'on trouve quand même dans beaucoup de livres, de manuels, on voit la présidente lire une page du Moniteur pendant que se déroule une collecte destinée à des familles de bons patriotes qui ont besoin de secours, comme c'est écrit au-dessous. Alors, bien que valorisé par l'iconographie de l'époque, donc comme on le voit, et par les recherches actuelles, donc toutes les recherches sur l'histoire des femmes, donc qui est en plein développement encore aujourd'hui, malgré cela, les clubs de femmes n'ont été qu'une poignée. Alors, en tout et pour tout, sur les 6000 sociétés politiques donc recensées en France, comme je l'ai dit, en tout et pour tout, entre 1789 et 1794, on compte 56 clubs de femmes. Alors, la plupart apparaissent dans les premières années de la Révolution, ont une durée de vie d'ailleurs très courte, puisqu'elles sont interdites par la loi Hamar du 30 octobre 1793, donc au tout début de l'an 2. Donc finalement, les sociétés politiques de femmes en l'an 2 ne fonctionnent que très très peu de temps. Vous avez dit c'est sur 600 ou... Alors, pardon 56 sur 6000. Alors, il y a 6000 sociétés populaires, donc recensées en France entre 1789 et 1994. Là-dessus, 2000 ont été créés avant l'an 2 et 4000. Et en tout et pour tout, sur les 6000, alors là, on a vraiment cherché, dans l'enquête nationale dont je parlais tout à l'heure, 56 sociétés ont été recensées, 56 sociétés de femmes. Donc franchement... À peine 1%. C'est oui, c'est... Bon. Alors par contre, c'est très intéressant. Alors à Paris, la première société a été fondée en
mars 91 par une Hollandaise, Etta Palmadalders, qui crée la Société patriotique et de bienfaisance des Amis de la Vérité. Cette société fonctionne pendant un an. La fondatrice retourne en Hollande en avril 92. Pendant sa courte existence, cette société a revendiqué l'égalité des hommes et des femmes en termes de droits politiques, ce qui est évidemment très important, et l'instauration du divorce. Bon, mais ça reste, ça reste pratiquement inaudible, hein. Il en va de même de Olympe de Gouges, dont on connaît aujourd'hui la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui n'a eu strictement aucune diffusion pendant la Révolution, à part auprès des initiés. Alors, autre club parisien beaucoup plus connu, et puis qui va avoir une grande influence, le Club des citoyennes révolutionnaires, créé par Pauline Léon. Ce club, fondé en mai 1793, est très proche du club des Cordeliers. Il a un recrutement très populaire et ce club va participer activement à la vie des sections parisiennes. Bon, il disparaît donc comme les autres par la loi Hamar du 30 octobre 1993. Alors, les clubs de province sont-ils aussi politisés? Alors, on en a découvert donc une cinquantaine. On se heurte à un problème de source, puisqu'un seul a conservé ce registre, celui de Ruffec en Charente. Alors, parmi ces clubs, là je ne vais pas m'étendre, parce que sinon je parlerai trop longtemps, mais un est bien connu parce qu'il a fait l'objet de plusieurs études, c'est le club, c'est la société des citoyennes, enfin la Société populaire de femmes de Besançon, qui a été créé le 26 octobre 1992, dissous donc le 6 novembre 1993, donc 6 jours après l'interdiction officielle. Et ce club avait déjà été étudié précédemment et a fait l'objet, il se trouve, du premier mémoire de maîtrise que j'ai dirigé lorsque j'ai été recrutée comme maîtresse de conférence à Besançon, donc ce club des citoyennes révolutionnaires de Besançon. Alors ce club, simplement pour aller très vite, au cours de sa brève existence, il rassemble tout de même une soixantaine d'adhérentes. Parmi ses adhérentes, la présidente est une citoyenne qui est donc modiste, fabricante de chapeaux de son état. Elle compte également dans ses rangs quelques intellectuels, comme la citoyenne Dupont, institutrice, ou des épouses de militants, comme la citoyenne Guillemet, épouse du futur rédacteur du journal local, le Neuf Thermidor. Alors on voit le Neuf Thermidor qui se réjouissait du Neuf Thermidor, entre parenthèses. Et la citoyenne Verneret, dont le mari siège sur les bancs de la montagne à la Convention. Alors, donc, ces citoyennes vont, selon le rôle traditionnel des femmes, s'intéresser beaucoup à l'éducation des enfants, participer à l'organisation des fêtes révolutionnaires à Besançon. Mais ce qui est intéressant, c'est que, certes, à l'initiative d'un homme, le rédacteur du Courrier de Strasbourg, qui se trouvait à cette époque à Besançon, elle pose en mars 1793, donc un peu avant l'an 2, la question du vote des femmes. Alors j'avais failli le signaler en tant qu'auditrice en visio, quand j'avais assisté en visio à la conférence sur cette question. Alors elles vont poser la question du vote des femmes, du droit de vote des femmes. Alors, cette motion n'aura finalement n'aura aucune conséquence, elle ne sera pas suivie des faits, mais elle va déclencher à ce moment-là à Besançon, elle va recevoir un accueil enthousiaste, et il est tout de même intéressant de le signaler, cette revendication d'une citoyenneté féminine.
Alors, au total, les femmes, alors dans les clubs mixtes, inutile de dire que rapidement, à la suite de l'interdiction des clubs de femmes, les femmes vont également être remerciées de ne plus pouvoir participer aux activités des clubs mixtes. Alors, donc, comme je l'ai dit d'entrée, la participation des femmes à la vie politique des clubs a été très limitée, de surcroît très inégale selon les lieux, mais les sociétés politiques ont été malgré tout, pour les femmes, le seul cadre dans lequel elles ont connu l'expérience la plus proche d'un véritable exercice de la citoyenneté, puisqu'elles ont été exclues du droit de vote, comme on le sait, jusqu'à la libération en France. Alors, je viens déjà d'aborder quelques aspects de la pratique des clubs. Je vais maintenant les examiner plus systématiquement, en restant peut-être, faute de temps, au niveau des généralités, puisque, évidemment, détailler prendrait trop de temps. Alors, les pratiques des sociétés. Alors, d'abord, les relations des sociétés entre elles. Alors, les relations des sociétés entre elles, c'est un aspect très important, parce que cela pose la question du réseau jacobin, point d'interrogation. Alors, l'une des premières préoccupations des sociétés naissantes est de correspondre, selon leur expression, avec les sociétés du même genre. Alors, elles communiquent énormément entre elles, sous des formes diverses, par l'échange de courrier, bien sûr, qui circulait évidemment beaucoup moins vite qu'aujourd'hui, par la fraternisation, donc on se rencontre, etc., par l'affiliation qui établit des liens permanents entre une société mère et une filiale. Alors, ainsi, mais en même temps, une société peut être affiliée à plusieurs sociétés mères. En plus, les filiales d'une société et d'une autre correspondent également entre elles par des liens horizontaux, si bien que ça fait un écheveau très compliqué, très difficile à démêler. Alors, ce réseau a très tôt impressionné vraiment les historiens. Alors, je fais tout de même quelques citations. Jules Michelet, dans son Histoire de la Révolution française, compare ce réseau des sociétés populaires à un boa constricteur, ce prodigieux serpent de 1000 sociétés jacobines qui, d'un bout à l'autre de la France, roulant ses anneaux, vient les serrer ensemble sur l'Assemblée défaillante. De son côté, Taine, dans les origines de la France contemporaine, écrit « Une machine aux milliers de bras qui opèrent tous à la fois sous une impulsion unique, et la poignée qui les met en branle est rue Saint-Honoré, au nom de quelques meneurs. » La rue Saint-Honoré, c'est le club des Jacobins de Paris. Alors, plus récemment, François Furet a avait présenté le réseau des clubs de l'an 2 comme, je cite, l'amorce d'un type de parti particulier, instrument d'un pouvoir exercé par une petite oligarchie militante sur un peuple terrorisé. Donc j'ai beaucoup aimé cette citation. On voit tout de suite à quel parti particulier, etc., fait allusion Furet. Alors, qu'en a-t-il été en réalité? Alors, de fait, en l'an 2, le club des Jacobins de Paris, comme cela a été le cas précédemment, enfin dans les premières années, exerce sur ce réseau une grande influence. Alors, dès le début, alors le club des Jacobins de Paris donc, se crée un peu d'une façon informelle dans le cadre de la réunion des États généraux, etc., des députés qui ont les mêmes idées se regroupent pour discuter entre eux de ce qu'ils vont proposer aux États généraux, etc.
Bon, finalement, après le déplacement de l'Assemblée constituante à Paris, ils vont trouver donc une salle de réunion à Paris dans le couvent des Jacobins. On va les appeler Jacobins, alors qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de s'appeler ainsi. Hein, non. Et ils adoptent leur règlement en février 1790. Et ils s'appellent la Société des Amis de la Constitution. Voilà. Après le 10 août, ils changent de nom, évidemment, et vont s'appeler la Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité. Ils ne se sont jamais appelés officiellement, donc le Club des Jacobins, hein, mais bon, c'était leurs adversaires, enfin non, on désignait une société en fait par le lieu où elle siégeait, tout simplement. Alors, donc, le Club des Jacobins de Paris, dans son règlement, donc, écrit le 8 février 1790, écrit « Une société établie auprès de l'Assemblée nationale et renfermant un grand nombre de députés de différentes provinces peut seule offrir un centre commun à celles qui s'établiront dans tout le royaume. » Alors la Société des Amis de la Constitution, donc les Jacobins, vont envoyer les différents papiers qu'ils publient, etc., vont diffuser leur position un peu dans toute la France, etc. Et beaucoup de sociétés, à cette époque, vont demander au Club des Jacobins, donc l'honneur de leur accorder son affiliation. L'affiliation se produit toujours à la demande de la société candidate. Et les Jacobins n'accordent pas comme ça leur affiliation, ils vérifient la bonne qualité patriotique du club. Et d'ailleurs, dès le départ, très rapidement, s'impose le principe d'une seule société par commune. Une seule pourra être affiliée aux Jacobins de Paris. Toujours est-il qu'en l'an 2, le club de Paris a 800 filiales. Et il communique avec les filiales, alors directement avec ses filiales. Celles-ci communiquent elles-mêmes à leur tour avec leurs propres filiales, etc. Et il y a tout un ensemble, toute une pyramide avec les Jacobins de Paris, après, de filiales. Et ensuite, les filiales sont à leur tour des sociétés mères qui ont elles-mêmes des filiales, etc. Alors tout cela forme une pyramide qui pourrait penser qu'il y a un centre commun, qu'il y a un parti, enfin une sorte de parti dirigeant avec au sommet le Club des Jacobins de Paris. Or, ça n'est pas vrai. D'une part, comme je l'ai dit, le Club de Paris n'a jamais créé aucune filiale. Ce sont les affiliés qui demandent elles-mêmes l'auteur d'être affiliés au grand club parisien, etc. Le Club des Jacobins de Paris n'envoie jamais aucune directive à ses filiales. Il envoie des papiers, mais ce sont en fait des éléments de débat, de discussion, et pas du tout des ordres. Les filiales correspondent, il y a beaucoup de liens horizontaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les sociétés. Alors en plus, il n'y a pas d'unité de pensée, comme je l'ai montré avec les quelques exemples, Le Havre, Montivilliers, etc. Et la double affiliation, ça c'est intéressant, la double affiliation aux Jacobins et aux Cordeliers est possible. Parce que les Cordeliers ont de leur côté essayé de créer des filiales en province, très peu, mais pareil, en Haute-Normandie, le club d'Évreux, le club de Vernon et le club de les deux clubs radicaux dont j'ai parlé tout à l'heure, ont la double affiliation aux Jacobins et aux Cordeliers. C'est tout à fait intéressant. À l'époque où aujourd'hui, par exemple, certains citoyens peuvent se poser la question de double affiliation à deux groupes politiques différents. Voilà. Bon, enfin bref, là, c'était possible. C'est tout à fait intéressant de le constater. Alors donc, le Club des Jacobins de Paris ne rassemble autour de lui qu'une
qu'une unité très très limitée et ne constitue absolument pas l'ébauche d'un parti. Alors, en fait, en l'an 2, c'est par leur intégration à l'appareil d'État que les sociétés présentent une unité. Alors, comme je l'ai dit, avec l'organisation du gouvernement révolutionnaire par la loi du 14 Frimaire en 2, donc décembre 1793, les sociétés, alors bon, je ne reparle pas de l'organisation du gouvernement révolutionnaire, hein, c'est un autre sujet, enfin, mais les sociétés populaires deviennent donc les arsenaux de l'opinion publique. C'est vraiment sur elles que le gouvernement révolutionnaire s'appuie pour faire appliquer dans les provinces les lois qui sont faites, donc qui sont votées par la Convention. Alors il y a les représentants en mission, mais quand un représentant en mission arrive quelque part, il commence par s'adresser à la société populaire la plus importante du lieu pour se renseigner justement pour la situation locale. Bon, c'est ainsi, par exemple, que je rencontre souvent Augustin Robespierre dans la Société populaire de Grès, où il est en Haute-Saône, où il est accueilli à bras ouverts, dans la Société populaire de Vesoul, etc. Hein. Bon. Alors, partout, donc, ce sont les auxiliaires des représentants en mission, et ils sont chargés de la bonne application des lois dans la localité où elles se trouvent. Alors, comment s'acquitte-t-elle de cette tâche? Alors, partout où ils sont présents, les clubs dominent ce qu'on appelle les autorités constituées. Alors, les autorités constituées, c'est la municipalité, le comité de surveillance, bon, qui existe quand même dans énormément de communes. C'était la loi l'imposait, bon, elle a été appliquée plus ou moins. Mais en général, il y a un comité de surveillance plus ou moins actif, donc parfois d'ailleurs plutôt, enfin pas très révolutionnaire, mais bon. Donc les trois autorités finalement qui participent au gouvernement de la commune, c'est la municipalité, éventuellement le comité de surveillance et la société populaire. Et la société populaire domine les deux autres, puisque la société populaire est chargée de vérifier la bonne qualité patriotique des deux autres institutions. Alors, donc, participation à la vie de à la gestion des affaires de la commune. Et dans ce cadre-là, les sociétés populaires interviennent dans tous les domaines, alors l'économie, la défense nationale, la recherche des suspects, la déchristianisation et les cultes révolutionnaires, l'éducation, l'aide aux indigents, etc. Et ils vont déployer alors les sociétés populaires ou les clubs, disons, déploient cette activité avec plus ou moins d'enthousiasme selon les lieux, mais tous convaincus, au-delà de la diversité de leur tempérament politique, hein, plutôt robespierriste, hébertiste, etc., tous convaincus de la nécessité de la politique de salut public mise en place par les montagnards, et ils se consacrent avec plus ou moins d'enthousiasme à sa mise en œuvre. Alors, cela dit, leur activité n'a rien d'une application mécanique d'ordre venu d'en haut, et on voit alors d'abord les sociétés développer vraiment un très grand esprit d'initiative. Par exemple, les sociétés dans certains clubs de Haute-Normandie, on va organiser des cours de cuisine pour développer l'utilisation de la pomme de terre. Bon, c'est voilà. Enfin, c'est pour vous montrer la société de Breteuil dans l'Eure organise une souscription pour doter la commune d'un moulin destiné à fabriquer de l'huile avec les faînes, les fruits des hêtres. Bon, etc., etc. Alors, toutes les sociétés prennent en charge, enfin, toutes les sociétés réellement actives, hein,
prennent en charge l'assistance aux indigents de leur commune, s'occupent par exemple, vérifient que les citoyens envoient bien les enfants à l'école, l'école étant devenue obligatoire avec la loi Boutier de décembre 1793, etc. Alors, des choses qu'on évoquera dans de prochains numéros de l'incorruptible. Alors, toujours est-il que ces sociétés donc, font preuve d'initiative. Également, elles veillent à défendre les intérêts de la population. Et à ce sujet, il est intéressant de regarder alors, leur lutte contre les adversaires de la Révolution. Alors, elles luttent contre les adversaires de la Révolution en dénonçant les infractions aux lois, alors notamment en matière économique, bon, en dénonçant par exemple le fait que des jeunes gens essaient de se cacher pour échapper à la réquisition, que des personnes hébergent les suspects, etc. Cependant, elles veillent à éviter toute erreur judiciaire, elles défendent des citoyens injustement emprisonnés. En particulier, on voit par exemple la société d'Évreux, où le comité de surveillance avait décrété à la suite avait décidé à la suite du mouvement fédéraliste l'arrestation de 89 personnes. Et la société d'Évreux va intervenir inlassablement pour libérer ces détenus qui, selon elle, sont coupables d'une erreur due à l'ignorance, ce qui était sans doute parfaitement exact, et non d'une faute. C'est exactement d'ailleurs ce que va faire Augustin Robespierre en Franche-Comté, hein, en faisant libérer énormément de suspects, voilà, qui, selon lui, étaient coupables uniquement d'ignorance et non de faute. Alors, autre exemple, en ce qui concerne la déchristianisation, ou plutôt la déprêtrisation, dans le district de Montivilliers, en avril 1794, le représentant Ciblot, le représentant mission Ciblot, ordonne l'arrestation de tous les prêtres qui n'auront pas déposé au district dans les 24 heures leur lettre de prêtrise. Alors Ciblot, il faut le dire, c'est un député de Haute-Saône, de Lure, où pendant toute la période pré-révolutionnaire, la municipalité dont faisait partie son père s'était battue sans arrêt contre le chapitre de la ville. Donc il est à la fois modéré, c'est un médecin des Lumières, il est modéré, il a voté pour enfin il n'a pas voté la mort du roi, donc c'est... Bon, il a tout de même il fait appliquer vraiment la politique des montagnards, mais il est très anticlérical. Enfin, il demande à l'arrestation de ces prêtres. Et ça déclenche une véritable levée de bouclier dans le district, levée de bouclier des sociétés populaires qui s'opposent à cette demande du représentant en mission, si bien que le représentant en mission doit revenir sur sa décision. Alors c'est tout de même un exemple très intéressant de rôle, voilà. Alors bon, je passe sur le rôle d'école de civisme, je l'ai déjà évoqué à propos des femmes. Donc éviter toute violence inutile, favoriser la pédagogie par rapport à la répression, c'est l'attitude de la très grande majorité des sociétés populaires de Haute-Normandie, mais à travers les sources moins abondantes dont on dispose dans les autres régions, c'est quand même le cas dans beaucoup de régions. Alors, en ce qui concerne simplement très rapidement leur rapport avec le pouvoir central, en dehors de leur contact avec les représentants en mission, les sociétés écrivent très souvent à la Convention. Alors ça, Michel Vauvel l'a étudié très en détail, voilà. Il en rend compte dans son livre l'invention de la politique, etc., pendant la Révolution. Et ces sociétés, donc, approuvent, alors il en ressort
que ces sociétés font une confiance aveugle à la Convention, et notamment elles approuvent donc, alors là, systématiquement, toutes les décisions concernant la lutte des factions. Donc elles félicitent la Convention de la chute de Weber, elles félicitent la Convention de la chute de Danton, et elles félicitent la Convention des événements du 9 Thermidor. Là, j'avais fait un article à ce sujet-là dans l'avant-dernier Incorrigible. Alors, par exemple, autre exemple ailleurs qu'en Normandie, par exemple la société de Grasse, donc le chef-lieu de district du Var, était abonnée au père Duchesne. Quand elle apprend la chute de Hébert, elle brûle ses exemplaires du père Duchesne, hein, tellement elle... voilà. Alors, en fait, donc, on voit que ces sociétés ne sont pas simplement des instruments d'une application aveugle de la politique du gouvernement révolutionnaire. Alors, pendant les 10 minutes que je m'accorde encore, ça ira. Il reste 25. Donc, je vais maintenant, simplement, pour terminer, parler du fonctionnement interne de ces sociétés. C'est dans ce cadre-là qu'elles sont vraiment des lieux d'expérimentation de pratiques démocratiques. Alors, en dehors de quelques modifications, le fonctionnement interne reste fondé sur celui des premières années, mais compte tenu du nombre et de la diversité des clubs en l'an 2, du fait que pour beaucoup d'entre eux, ils accueillent des nouveaux adhérents, en fait, ce fonctionnement interne présente une variété encore plus grande qu'au cours de la première période. Alors, ces sociétés inventent finalement des règles de fonctionnement très démocratiques qui se retrouveront par la suite dans beaucoup d'associations, en particulier politiques. Alors la réglementation des admissions est l'une des premières préoccupations des sociétés naissantes. L'entrée du citoyen dans la société comporte 4 étapes. Le postulant est présenté par un ou plusieurs membres. Son nom est mis à l'ostentoire, c'est-à-dire affiché ou proclamé au cours des séances, en général pendant 10 jours, pendant une décade. Ensuite, l'Assemblée nationale, je fatigue, l'Assemblée générale des sociétaires se prononce par un vote pour l'admission ou pas du citoyen. En général, c'est oui. Et l'adhésion est concrétisée le plus rapidement possible par le serment du citoyen qui porte serment, alors des serments qui varient selon les différentes périodes. Et le dernier serment, en général, en l'an 2, c'est être fidèle à la République, enfin, ou mourir en la défendant. On parle beaucoup de mourir à ce moment-là. Alors, donc, le nouvel adhérent se voit remettre une carte qui lui permet de participer aux séances. On lui demande sa carte, en fait, bon, sauf si on le connaît, mais dans les grandes sociétés, on lui demande sa carte. Et un diplôme qui permet, en cas de déplacement, d'être admis aux séances d'autres clubs. Alors là, j'avais 2 images. Et je veux bien. Voilà. Merci. Alors, donc, on a... alors, ça, c'était le club des femmes. On a ensuite une carte. On continue. Voilà, alors là, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est voilà. Alors, continue encore. Voilà, c'est une carte d'un adhérent donc de la société républicano-populaire des Amis de la Constitution de 93, pas de 91, et du bourg de l'Unité-sur-Isère réunis. Alors là-dedans, on a énormément de détails. Donc le nom de cette société, le fait qu'il s'agit d'une société qui regroupe en fait 2 communes, le fait que le bourg en question, qui est regroupé avec Romans-sur-Isère, s'appelle le bourg de l'Unité-sur-Isère, et puis on a des renseignements donc sur le citoyen.
Alors j'avais la carte de membre que je ne vois plus, mais peu importe, voilà. Alors toutes les séances sont publiques pour que le public puisse assister. Et voilà, les deux dernières images, ce sont des images de séances, des estampes représentant la séance d'un club. Alors vous en avez une, alors la première, c'est la séance d'un club où on a où c'est très animé, hein, avec, alors on a toujours la tribune où parle enfin celui qui prend la parole à ce moment-là, et puis on a des citoyens assis un peu partout. Alors la séance suivante, donc, enfin l'image suivante, qui est très mauvaise, hein, mais c'est une image qui se trouve au musée de Vizille. Donc on voit un peu la description de la salle. Alors là encore, le secrétaire, normalement, qui a une petite clochette pour donner la parole. On a les tribunes ici, en bas. Ceux qui assistent, mais qui sont bien distingués des membres. Et puis on a donc des spectateurs, enfin des membres. Et on a donc ici alors ça doit être la Déclaration des droits de l'homme de 93, je ne sais plus exactement, on ne voit pas très bien, voilà, des bustes de martyrs de la liberté, enfin tout ce qui concerne les symboles. Alors sur la tribune à gauche est inscrite la devise, justement, vivre libre ou mourir. Hein, là, c'est la devise de l'époque, vivre libre ou mourir. J'en ai pratiquement terminé, on peut rallumer la lumière. Alors donc le rythme des séances varie avec la taille de la commune. 2 par décade en général dans les villages ou dans les bourgs, 3 ou 4 dans les petites villes et 1 chaque jour dans les chefs-lieux de district. Ce qui, pour ceux qui assistent chaque jour, alors en général c'est à la tombée de la nuit, c'est le soir, pour que ceux qui travaillent, enfin beaucoup travaillent, hein. En fait il n'y a pas de politiciens professionnels, ça n'existe pas. Hein. On a des députés qui sont, enfin des gens qui sont élus pour un mandat limité dans le temps, et puis tous les militants, dirigeants, ce ne sont pas des politiciens professionnels. Donc même si, disons, les hommes de loi et tout, ça devient quand même un peu une profession, ceux qui ont des professions autres que les professions intellectuelles travaillent normalement dans la journée. Alors donc, voilà pour le rythme des réunions. La souveraineté appartient à l'Assemblée générale qui prend les décisions qui prend les décisions par vote après délibération, qui élit les responsables. Alors, chose intéressante, la durée restreinte des mandats, 1 mois ou moins pour le bureau, donc un président est élu au maximum pour 1 mois. Et il y a une rotation. Oui, ainsi. Donc, ce n'est pas le cas pour beaucoup d'associations aujourd'hui. Alors, donc, les mandats, donc ça entraîne une rotation tout de même des responsabilités. L'interdiction quasi générale du cumul des fonctions. On ne peut pas avoir plusieurs fonctions à la fois, sauf, et bon voilà, alors le seul qui reste permanent, qui n'est pas réélu tous les mois, c'est le trésorier. Alors là, celui-là, il est élu, enfin il n'est pas normalement, il reste à son poste, on ne le réélit pas tous les mois. Alors les grosses sociétés, donc rotation rapide des responsables. Alors les grosses sociétés urbaines disposent d'un puissant appareil, un bureau étoffé, de nombreuses commissions, dont le fonctionnement peut d'ailleurs s'avérer très lourd. Alors les sociétés rurales ont des structures plus simples et traitent des questions plus directement. Alors la participation active des membres à la vie du club est délibérément recherchée, encouragée. Et surtout dans les sociétés rurales, donc on recherche les moyens de favoriser la participation du plus grand nombre d'adhérents
en envisageant, donc, comme je l'ai dit, la rotation systématique des responsabilités, mais là, non plus par élection ou autre, mais simplement dans l'ordre alphabétique. Donc, dans l'ordre alphabétique, à tour de rôle, un tel, les adhérents auront des responsabilités dans le bureau. Donc là, on est sûr que tout le monde participe. Et dans le but, par exemple, de vaincre les réticences des plus timides, la Société du village de pêcheurs de Sainte-Adresse, près du Havre, qui était à l'époque un village de pêcheurs, donc Sainte-Adresse, préconise que les commissions soient confiées à chaque membre à tour de rôle. Alors les commissions, y compris pour aller rencontrer la municipalité et d'autres interlocuteurs. Donc que chaque membre à tour du rôle soit chargé d'une commission dans l'ordre d'inscription sur le registre, et la petite société dit pour leur donner plus d'éclairement et les enhardir à parler. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien voir dans certaines associations actuelles. Enhardir à parler des personnes qui, par timidité, ne prennent jamais la parole. Carrément en leur demandant. Voilà. Et ça, on le trouve dans la petite société populaire de Sainte-Adresse près du Havre en 1794. Alors voilà, donc dans le prolongement de celle des premières années, les sociétés de l'an 2 et du début de l'an 3 donc, sont des lieux d'invention et d'expérimentation de pratiques démocratiques dont la recherche désormais porte plus particulièrement sur les moyens de favoriser la participation du plus grand nombre d'adhérents. Alors les sociétés dans ce cadre agissent en toute autonomie, à partir évidemment de grands exemples, de grandes références communes, mais en élaborant elles-mêmes des règles de fonctionnement dont aucune n'est rigoureusement identique à une autre. C'est en cela qu'elles constituent ce que j'ai appelé des laboratoires de démocratie. Alors, après Thermidor, les sociétés politiques voient leur activité restreinte, d'abord par la loi du 25 Vendémiaire en 3, donc 16 octobre 1794, bon, qui va restreindre leur activité, avant d'être interdites. Pourquoi? Ben parce que les sociétés politiques, elles, donc la convention thermidorienne, donc le pouvoir qui se met en place petit à petit après la chute de Robespierre, c'est un pouvoir politique qui ne souhaite absolument plus la participation active du peuple à la vie politique. Bon, voilà, là, bon, je caricature parce que c'est infiniment plus, mais en gros, c'est quand même voilà. Alors, on a d'ailleurs consacré on a consacré quand même, on a parlé un peu de l'après-Thermidor dans la corruptible récemment. Bon. Et on reparlera d'ailleurs au moment de l'anniversaire de l'an 3, donc 2024-2025, on reparlera justement de cette période post-thermidorienne où on assiste au détricotage de toutes les avancées démocratiques qui avaient eu lieu en l'an 2. Enfin voilà, donc les sociétés populaires voient leur activité restreinte. Cette loi du 25 Vendémiaire en 3, elle a quand même un avantage pour les historiens, c'est qu'elles doivent remettre au district la liste de leurs adhérents. Si bien que dans le district de Montivilliers, donc le fameux district de Montivilliers, où apparemment les sociétaires n'avaient pas peur de la terreur, où la révolution finalement a été, alors certains ont dit une terreur modérée, bon, pour la Haute-Saône, un historien a parlé de terreur à l'eau de rose, c'est pour dire. En Haute-Saône, par exemple, il y a eu un guillotiné en tout et pour tout sous le Directoire. Bon, voilà. Donc, enfin, les sociétés qui n'ont pas peur de conséquences vont effectivement appliquer la loi. D'autres sociétés vont simplement, par prudence, brûler leurs registres, brûler toutes leurs archives pour éviter toute représaille, dont les problèmes actuellement d'archives. Alors, donc, ces sociétés voient leur pouvoir limité par cette loi du 25 Vendémiaire en 3, et ensuite, elles sont interdites par la loi du
6 fructidors en 3, 23 août 1795, donc interdite. Les gouvernements du Directoire leur permettent de réapparaître à certains moments face aux dangers royalistes. C'est ce qu'on va appeler les mouvements néo-jacobins, hein, les néo-jacobins, voilà. Mais elles sont peu nombreuses, hein, et elles ne retrouveront jamais leur dynamisme des premières années. À la suite du 18 Brumaire, toute association politique au grand jour disparaît sous ce que Raymond Huard a appelé le rouleau compresseur de la législation napoléonienne, tandis que les élections, maintenues en théorie, sont vidées de leur contenu. Et pour les citoyens investis dans les expérimentations politiques de la Révolution, commence alors une longue traversée du désert. Alors, à la suite de cet exposé qui correspond pour moi vraiment à quelque chose qui me passionne et qui chez moi, entraîne beaucoup d'enthousiasme, je dois tout de même préciser que ces centaines, peut-être 1 million de citoyens impliqués dans les sociétés politiques, certes agissent en faveur de la Révolution, mais qu'il ne faut pas oublier dans l'autre camp une autre forme de participation politique à la Révolution, c'est la participation aux résistances à la Révolution, qui joue évidemment un rôle également très très important, et qu'à côté de ceux qu'on peut appeler les Jacobins de l'an 2, il y a énormément de résistance, de gens qui s'opposent à la Révolution et qu'il ne faut pas oublier, pour être objectif et ne pas sombrer dans l'angélisme, cet autre aspect de la situation. Voilà. Alors c'est ce que Jean-Pierre Gessen m'avait d'ailleurs un peu reproché au sujet de ma thèse, de ne pas prendre suffisamment en compte les résistances qu'il y avait de l'autre côté. Ce à quoi j'avais répondu que j'avais un sujet et que je ne pouvais pas, mais il a entièrement raison, il ne faut absolument pas l'oublier. Enfin, toujours est-il que les sociétés populaires ont été un moment quand même très enthousiasmant de la Révolution. Je n'ai pas encore évoqué toutes les fêtes, par exemple, auxquelles elles participent, etc. Voilà, je vous remercie. Merci.